Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Vous l'avez appris ce week-end. Les Los Angeles Lakers ont décidé de décliner la troisième année d'option de Jalen Hood-Schifino, meneur de jeu des Los Angeles Lakers, drafté l'année passée en 17e position. Il faut se souvenir que les Lakers avaient le 17e choix l'année passée aussi et qu'ils ont été chercher ce jeune joueur. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais mis ce joueur parmi les 10 choix possibles des Lakers et effectivement, c'est celui qu'ils ont choisi. Or, depuis l'année passée, je me suis rendu compte que ce joueur n'est peut-être pas celui qu'on croyait. Et ça, on va l'analyser du point de vue du choix, bien sûr, parce qu'il y a un scouting department qui fait les choix, qui évalue les joueurs, qui les amène pour faire des workouts. Mais aussi, il y a un autre aspect de ce problème. C'est le fait de pouvoir développer les jeunes joueurs. Vous pouvez avoir une excellente draft, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut derrière pour que ces joueurs se développent, deviennent des joueurs NBA qui produisent, eh bien, c'est un échec pour les deux départements. Nous allons analyser le cas Jalen Hood-Schifino en particulier, mais d'une manière générale, la draft de ces dernières années et surtout la draft de l'année passée, puisque les Lakers avaient 2 choix de draft. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Son contrat est de 4 millions de dollars. C'est plus que Jackson Hayes, c'est plus que Koloko, c'est plus que Christian Wood, c'est plus que Cam Reddish. Et donc, ces 4 millions de dollars qui seront enlevés de la comptabilité des Lakers, de leur cap space, ça peut faire une grande différence dès cette année. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour que vous compreniez ce qui est caché derrière ça. Je vais vous donner un exemple. Si les Lakers appellent les Jazz de Utah et disent « Walter Kessler nous intéresse. Votre jeune pivot, là, qui a presque 3 comptes par match, il nous intéresse. Surtout qu'on a des problèmes là avec Jackson Hayes. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Eh bien, ça m'intéresse de l'avoir. Sans doute que les Jazz vont dire « Ok, mais il nous faut vos 2 pics de draft, les 2 premiers choix. » Et là, les Lakers vont dire « Ok, on va les protéger. On va protéger le top 5, par exemple. » Ça veut dire que si nous, on a un pic de 1 à 5, ça reste pour nous. Si c'est 6, 7, 8, 9, etc., il est à vous. Vous prenez le pic de 2027 et celui de 2029, pas de problème. Bien que moi, je pense que c'est cher, mais c'est ce que Utah va demander aux Lakers. Et peut-être qu'ils vont demander à un jeune joueur. Les Lakers ont quelques jeunes joueurs, Bronny, Dalton Knecht, Maxwell Lewis et JHS. Qui de ces 4 joueurs mérite qu'on le mentionne dans un trade? Si on prend au niveau basket, un seul, Dalton Knecht. Donc là, les Lakers vont dire, non les gars, on va pas vous donner Dalton. Vous rigolez ou quoi? Nous, on comprend l'importance d'avoir un joueur qui est capable de scorer dans les 3 secteurs du jeu. En plus, qui a la bonne attitude. Ce gars, il vient d'arriver en NBA, il se comporte comme s'il a toujours été dans cette ligue. On sent que c'est un joueur qui va progresser dès l'année prochaine. Et on sait que les Lakers ont besoin de tirs extérieurs. Donc, pas question. Sans doute que Utah va demander Austin Reeves. On va lui dire non, mais non, arrête. Si nous, on amène Kessler, c'est pour renforcer une équipe, pas pour l'affaiblir. Non. Donc, ça va se jouer du côté de D'Angelo Russell. Il faut bien le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est un contrat expirant. Ce contrat expirant peut être intéressant du point de vue de la flexibilité de l'équipe qui va trader pour ce joueur. Sachant que Utah n'est pas un contender, avoir D'Angelo, ça peut être intéressant. Mais Utah aura besoin d'un jeune joueur, puisqu'ils sont en construction. Donc, ils vont essayer d'avoir un des jeunes joueurs des Lakers. Le problème, c'est que aucun de ces joueurs, à part Dalton, ne fait une promesse d'être un bon basketteur. Et la JHS, qui est le premier choix de l'année passée, aurait été intéressant dans ce sens, en monnaie d'échange. Et comme il est complètement nul, en tout cas improductif, je ne vais pas dire nul parce que j'aime pas dire ça, mais on va dire improductif, eh bien Utah ne va même pas vouloir l'avoir. Et c'est là que le contrat de 4 millions de dollars est important. Écoutez, Utah pourrait être intéressé par JHS seulement si son contrat est expirant pour l'année prochaine. Ça veut dire que dès l'année prochaine, il aura l'occasion de gérer lui-même sa free agency. Et donc, ça apporte une flexibilité à la comptabilité des Jazz. Je dis les Jazz parce que c'est l'exemple que je prends depuis le début. Donc, le fait de décliner cette troisième option, c'est-à-dire c'est d'enlever 4 millions de dollars
qui étaient garantis et qui ne le seront pas. Donc l'enjeu est important. Et donc à ce moment-là, dans un transfert pour Walter Kessler, on peut avoir peut-être D'Angelo Russell, les 2 pics de draft, et GHS. Et ce sont 2 contrats expirants. Donc Utah dit, moi je ne veux pas forcément un joueur, je veux plutôt libérer de la masse salariale. Et là, je me retrouve avec une situation de flexibilité. J'ai 2 tours de draft, je suis bien. Évidemment, si je peux avoir un jeune joueur dont je suis sûr qu'il va contribuer parce que je crois en lui, en Austin Reeves ou en Dalton Knecht, pourquoi pas? Mais les Lakers n'accepteront pas. Et si Utah insiste, ça va être le deal breaker. C'est ça qui va faire que le deal va tomber. Et vous n'allez plus entendre parler de cette histoire. Cette rumeur sera totalement morte. Mais comme je le disais dans une autre émission, il faut surveiller d'autres équipes. Je pense qu'OKC a le matos qu'il faut. C'est une équipe qui non seulement est productive aujourd'hui, meilleure de la conférence Ouest, en plus de ça, ils ont 1 million de pics de draft qu'ils ont amassés pendant ces 10 dernières années. Quand ils ont transféré des Russell Westbrook et d'autres, j'en passe, etc., des Paul George, je ne sais plus qui. Donc vous avez quand même une situation de flexibilité au niveau de cette équipe d'OKC qui peut être intéressante. OKC peut aller chercher Walter Kessler pour avoir un vrai pivot, un pivot intéressant derrière le duo Hurstenstein et surtout Holmgren. C'est-à-dire 2 noms que j'ai du mal à prononcer, excusez-moi. Voilà du point de vue du contrat. C'est important que les Lakers aient fait ce qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'ils se positionnent d'une manière flexible à faire quelques changements dans le roster et GHS qui est garanti, c'est un problème. Il y a aussi Maxwell Lewis, autre joueur que les Lakers ont choisi en 2e tour de draft l'année passée. Déception totale. Ça n'a pas l'air d'être un joueur qui est en train de progresser. Lui aussi, on peut imaginer que son contrat ne sera pas garanti au-delà de la 3e année parce qu'il a un contrat de 4 ans. Donc vous voyez, c'est assez compliqué quand on n'arrive pas à développer nos joueurs. Et c'est de ça qu'on va parler. On va parler du choix qui a été fait l'année passée et aussi du département de développement des joueurs. Alors, la première chose qu'il faut évaluer, c'est les conséquences de cette décision des Lakers. Qu'est-ce qui est caché derrière une telle décision de ne pas prendre la 3e option d'un jeune joueur, un joueur qui a été choisi à la 17e place, dans une draft sur laquelle on compte dans une période où on est en semi-reconstruction. D'abord, il faut comprendre que c'est pas un événement complètement anodin. Derrière ça, il y a un choix stratégique qui est fait, il y a une projection qu'il va falloir comprendre aussi. Mais avant tout, il faut comprendre que quand on prend cette décision, c'est qu'on ne mise pas sur le joueur. On ne pense pas qu'il soit la réponse aux problèmes qui ont été identifiés. Et surtout, c'est un camouflet énorme pour un jeune joueur de se dire, je rentre dans une année rookie, je suis le premier choix de draft de mon équipe, le 17e de la NBA, et on décide de ne pas me prendre, de ne pas me garder plus tôt. C'est très rare, en fait. C'est d'autant plus rare que aujourd'hui, les Lakers ont besoin de la jeunesse. Rob Pelinka a beaucoup communiqué sur le fait qu'il pense qu'en NBA, vu les règles qui sont établies, c'est difficile de pouvoir garder les joueurs. Donc, quand on les a, on essaye de les garder. On essaye de les former. Il a bien dit. D'ailleurs, il n'a pas fait de grands transferts cette intersaison parce que c'est son nouveau leitmotiv. C'est de garder les joueurs qu'ils ont et de les développer. Dans la job description de J.J. Redick, cet aspect-là est bien mis. D'ailleurs, on le voit bien avec son coaching staff. Il y a aussi du personnel pour aider au développement. Des membres qui viennent notamment de l'université, qui étaient coachs en université et qui possèdent une expérience dans le développement des joueurs. On parlera bientôt de ce coaching staff. Je trouve qu'il est intéressant du point de vue de sa construction et surtout ce mélange entre coach NBA expérimenté et développeur dans les autres ligues et notamment aussi au niveau FIBA, il y a une représentante, c'est une femme, on en parlera. Mais tout ça pour dire que le développement des joueurs faisait partie de la stratégie globale des Lakers de Los Angeles. Et donc, laisser partir Jalen Hood-Schifino, ça veut dire qu'on ne croit vraiment pas en ce joueur. Et effectivement, je suis le premier à l'admettre. Jalen Hood-Schifino, dans la pré-saison, pour moi, c'est le grand perdant. On a vu Olivari arracher un contrat, on a vu Traoré donner beaucoup d'énergie, le genre de pivot petit qui donne tout. Eh bien ça, on aime dans la NBA d'aujourd'hui aussi. Et l'attitude de Jalen Hood-Schifino a été pointée du doigt par le coach, de manière indirecte bien sûr, quand il a dit « L'attitude d'Olivari démontre que rien n'est acquis ». Et il a montré l'exemple à certains joueurs des Lakers qui n'ont pas l'air de comprendre que lorsqu'ils sont là, il faut qu'ils fassent tout pour saisir leur chance. Donc cette décision des Lakers est une décision
remplie de symboles qui démontrent que ce joueur n'a pas fourni les efforts qu'il faut. Au-delà du fait qu'il n'a pas été souvent disponible, puisqu'il a été blessé presque toute la saison l'année dernière, et il est déjà blessé en ce début de saison. Il y a l'adage qui dit aux États-Unis, la meilleure qualité qu'on puisse avoir, c'est la disponibilité. On a beau avoir le niveau de Michael Jordan, mais si on n'est pas là pour le montrer sur le terrain et aider l'équipe, eh bien ça ne sert à rien. On préfère un joueur moyen, mais qui est durable, qui est disponible et qui peut apporter à l'équipe en temps réel. Or, GHS, c'est une éternelle promesse. C'est une promesse de pouvoir réussir. Et c'est un joueur qui a séduit les Lakers sur base, soi-disant, d'une hygiène de vie. Je me souviens que Pelinka disait qu'on a choisi aussi ce joueur parce qu'il a des valeurs, parce qu'il nous explique ce qu'il mange et qu'il prend soin de lui. Il a une vision holistique de lui-même et du basket. Donc l'aspect psychologique est pris en compte, l'alimentation, le sommeil, etc. Or, force est de constater que ça ne paye pas. Donc cette promesse-là a été trahie quelque part. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ce joueur. Il ne suffit pas de se dire que les Lakers ont décidé de ne pas garder l'option sur la 3e année de Jalen Hood-Schifino. Mais il faut se rappeler qu'est-ce qui a été promis aux Lakers par ce joueur. Il faut se souvenir qu'il avait promis d'être en excellente forme de santé. Il faut se souvenir que Rob Pelinka avait dit ça de lui. Il avait dit que c'était quelqu'un qui leur avait promis une hygiène de vie exemplaire. Qui dit hygiène de vie exemplaire dit disponibilité pour l'équipe et progrès physique et progrès technique. Parce que si vous êtes blessé, vous ne pouvez même pas vous entraîner. En tout cas, il y a certains aspects que vous ne pouvez pas entraîner. Quand vous êtes blessé, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne progressez pas quand vous êtes blessé. Et pour un jeune joueur qui arrive en NBA, la meilleure méthode, c'est d'être sur le terrain, que ce soit en G-League, à l'entraînement ou pendant les matchs. Et là, Jalen Hood-Schifino n'a rien apporté aux Lakers depuis qu'il est là. Donc, pour rappel, les Lakers avaient le 17e choix l'année passée. Ils ont pris GHS. Pas de problème puisque GHS, je l'avais mis dans mon top 10. Des joueurs que les Lakers auraient pu aller chercher. Effectivement, ils ont été le chercher. Je serais un hypocrite de dire aujourd'hui qu'ils ont fait un mauvais choix à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que certains joueurs qui étaient projetés plus haut, que je n'ai pas mis dans mon top 10 parce que pour moi, ils n'allaient pas se retrouver en 17e position, donc la question ne se posait pas, eh bien ces joueurs-là étaient disponibles. Je pense à Brandin Podziemski, joueur choisi directement après les Lakers, c'est-à-dire au 18e choix, par les Warriors de Golden State. Joueur déjà impactant. Pour moi, s'ils ont laissé partir Klay Thompson, c'est parce que ce joueur a été au-delà de ce à quoi ils pouvaient s'attendre, au-delà de leurs espérances. Podziemski d'ailleurs était dans le meilleur 5 des rookies. Pour rappel, la draft 2023, c'est celle de Wembanyama. Fourni en talent, surtout en tête de draft. Et puis après, il faut avoir du flair. Jordan Hawkins, je l'avais mis dans mon choix, il a été choisi par NOLA, par la Nouvelle-Orléans. Keontae George a été choisi par Utah, il était également dans mon top 10. Nick Smith Jr. a été choisi par Charlotte, il était dans mon top 10, il a été choisi beaucoup plus tard. Il y avait beaucoup de talent dans cette draft. Il fallait faire attention et ne pas se mettre sur les prospects dont tout le monde parlait. Il fallait faire son travail. Et c'est ça le scouting department. Il ne doit pas aller sur Internet, regarder les top 10 et choisir les gens qu'on met en exergue sur Internet. Il doit analyser en profondeur. Il doit évaluer la marge de progression de ce joueur, son éthique de travail, son ambition, sa capacité à défendre. Et si c'est un shooter, évaluer, se projeter, se dire est-ce que ça peut être transmis au niveau des pros. Parce qu'il y a des joueurs de collège qui ont été exceptionnels, qui n'ont jamais été des grands pros. Malheureusement, ça existe. Par contre, le joueur que je n'avais pas mis dans mon top 10, c'est Cam Whitmore. Et pourquoi je n'avais pas mis Cam Whitmore dans mon top 10? C'est pas parce que je ne voulais pas qu'il soit aux Lakers. Au contraire. C'est parce que pour moi, il était projeté pour être top 7. Je pensais pas qu'il allait laisser la loterie et qu'il allait se retrouver à la 19e place. Il a été pris à la 19e place. Ça veut dire que 2 joueurs ont été choisis par 2 autres équipes avant lui, après le choix des Lakers, si vous me suivez encore. Et c'est Houston qui a été cherché. Je me souviens que je regardais la draft et je disais, il faut que les Lakers le choisissent. Il faut que les Lakers le choisissent. Il faut que les Lakers le choisissent. Ils ne l'ont pas pris. Parce que Cam Whitmore, pour moi, c'est un joueur, c'est un ailier 2&D typique, scoreur, costaud. Tu veux jouer en small ball? Pas de problème. Tu le mets sur le poste 4. Il va espacer le court. C'est pas un excellent shooter à 3 points, mais il peut les rentrer. Et surtout, c'est un excellent attaquant dans le dunker spot. Idéal pour jouer le bully ball. Scoreur qui ne sera pas une superstar en NBA, mais il sera un joueur de devoir pendant des années et des années. Ça, c'est sûr. Ce qui n'est pas garanti du tout avec GHS. Donc, Podziemski va aux Warriors, si vous me suivez, 18e position.
Et 20e position, Cam Whitmore va aux Rockets de Houston. Et si vous me suivez encore, vous allez me dire, il manque quelqu'un. Bien sûr, il manque le 19e choix. C'est Miami qui va le chercher. Jaime Raquez. Je comprends que le scouting department des Lakers n'ait pas suivi Cam Whitmore ou qu'il n'ait pas suivi Podziemski, mais Jaime Raquez, il vient de UCLA. UCLA, c'était une superstar à UCLA. UCLA, c'est là que les Lakers s'entraînaient avant. L'université de UCLA et les Los Angeles Lakers sont associés sur plusieurs projets. Des projets de sponsoring notamment. Donc, interdit de dire que vous n'aviez pas suivi ce joueur. Interdit. Ah, évidemment, Miami a été le chercher. Ah bah oui. Résultat, il est dans 5 des meilleurs rookies de la saison passée. En plus, le mec, il est d'origine mexicaine. Tu veux développer ton marché latino-américain, tu prends ce gars. Moi, j'ai vécu au Mexique et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de fans des Lakers au Mexique. Et tu ajoutes Jaime Raquez, jackpot. Tu fais le jackpot. En plus, le gars, il est talentueux. C'est ce qu'on appelle un big wing qui est capable d'attaquer et de prendre des tirs extérieurs. Un joueur qui a déjà un certain âge, donc qui a une certaine maturité. Tu dois pas tellement le développer. Ça tombe bien puisque ton département de développement des joueurs n'est pas si bon. Donc, tu vas aller chercher des joueurs qui sont plus ou moins confirmés. Comme tu as fait cette année avec Dalton Keunig, par exemple. En parlant de ça, parlons justement du département du développement des joueurs des Lakers. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce département de développement des joueurs n'est pas le meilleur. Par le passé, ça a pu l'être, puisque les Lakers ont pu développer des joueurs comme Caruso, comme Kuzma. Même Austin Reeves est arrivé sans être drafté, il a été développé. Il a travaillé avec Phil Hardy, mais Jalen Hood-Schifino et Maxwell Lewis n'ont pas été développés. En partie, bien sûr, à cause des problèmes de santé de JHS, mais pas seulement. Du coup, quand vous avez une situation dans laquelle votre département de développement des joueurs n'est pas performant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous allez chercher des joueurs de 3e année en sortie d'université. Des mecs qui ont déjà appris leur métier de basketteur avec les grands coachs de NCAA. Justement, les 3 profils derrière JHS étaient idéaux. Podziemski, qui était un joueur intelligent, qui avait un certain niveau et qui a tout de suite contribué avec les Warriors. Jaime Raquez, également un joueur poli que vous connaissez bien puisqu'il est à UCLA. Et puis, Cam Whitmore. Bon, le problème avec Cam Whitmore, c'est que forcément, quand un joueur est projeté pour être numéro 7 et qu'il se retrouve 17, vous commencez à avoir des doutes, à vous dire qu'il y a des choses cachées, ce qu'on appelle le vice caché en droit. Vous vous dites qu'il y a un problème, quelque chose qu'on ne m'a pas dit. Et c'est pour ça que ce joueur n'a pas arrêté de descendre dans le classement. Moi, j'aurais été le chercher. Parce qu'un joueur comme ça, il aura la dalle. Chaque fois qu'il va jouer face à une de ses équipes qu'il n'a pas choisie, eh bien, il va être motivé. Chip on your shoulder, comme on dit aux États-Unis. Donc, vous devez aller chercher un joueur comme ça. Et pour moi, le scouting department des Lakers a failli, en même temps que le département de développement des joueurs a failli. J'espère que ce problème est réglé aujourd'hui avec la construction du coaching staff, puisque, comme je vous ai dit en début d'émission, je pense qu'il y a plusieurs profils de coaching dans ce staff. On en parlera dans une prochaine émission. Voilà, ça est terminé pour cette émission sur Jalen Hood-Schifino, ce joueur que les Lakers vont sans doute laisser partir l'année prochaine, ce qui démontre un échec du scouting department des Lakers et aussi du player development department, qui sont ceux qui prennent les décisions, qui sont ceux qui mettent les routines en place pour que les joueurs se développent et deviennent des joueurs NBA productifs. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.